Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Pour ce point de marché hebdomadaire, nous sommes le dimanche 10 juillet 2022. Et comme depuis maintenant quelques temps, je profite pour me poser un petit peu et vous décrire un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés et également sur le plan politique. Alors, le titre de cette vidéo, s'intitule, alors on a beaucoup parlé des marchés actions, des marchés des matières premières, durant les dernières, semaines. Cette semaine a été marquée par un effondrement de l'euro. On peut utiliser, ce terme et en guise de question, mais que fait donc la Banque centrale européenne? Vous voyez avec la photo un petit peu de Christine Lagarde. Donc je vais un petit peu m'attarder un peu sur son personnage parce que elle est souvent dépeinte par certains, médias un peu satiriques comme un peu une personne neuneu, un peu une personne un peu, entre guillemets «bébête». En fait, pas du tout, hein. Bon moi j'ai un peu suivi son parcours. C'est une femme très, très intelligente qui sait ce qu'elle fait et d'ailleurs ce qui aussi, m'énerve, aussi un peu plus parce qu'on voit que derrière, ce qui se passe, on voit qu'il y a, des intérêts aussi privés, en jeu, hein. Il y a avec cette baisse de l'euro, en fait, c'est une manière de privatiser les gains et de mutualiser, les pertes. Alors je vais un petit peu vous expliquer pourquoi, enfin ma théorie en tout cas, pourquoi je pense ça. Voilà, donc évidemment, je ne vais pas parler que de l'euro, hein, je vais parcourir l'ensemble des classes d'actifs, mais sur ce point de marché, il y aura un focus sur, l'euro, hein, l'euro dollar et l'euro franc suisse notamment, qui ont énormément, hein, cette parité a énormément, énormément baissé et ça va avoir des conséquences sur votre vie de tous les jours. C'est ça qui est embêtant. Ça serait juste, bon, une courbe qui baisse, c'est pas trop grave, mais la baisse de l'euro, paradoxalement, va impacter beaucoup plus la vie de monsieur et madame tout le monde que la baisse des marchés actions ou des cryptos qui vont impacter qu'une certaine catégorie d'investisseurs. Alors, donc voilà, hein, breaking news, hein, donc là je reprends hein, dans des titres de journaux. L'euro enregistre son plus bas niveau face au dollar depuis 20 ans. Voilà, hein, donc vous pouvez aller, hein, c'est Capital, hein, donc vous voyez, c'est pas, voilà, c'est quand même des journaux qui ont pignon sur rue. Voilà, donc l'euro est à un plus bas depuis 20 ans face au dollar, mais pas que, hein, l'euro est en train de s'effondrer aussi face au rouble, face au franc suisse, baisse aussi face à la livre sterling. Il y a un vrai problème. On peut carrément dire que l'euro est attaqué par les marchés, hein, sur les marchés d'échange. Et ça va avoir des conséquences assez inquiétantes pour l'ensemble des personnes, hein, pour tous les citoyens de la zone euro, en particulier les classes moyennes. Alors je passe en revue les disclaimers, vous commencez un petit peu à en avoir l'habitude pour attaquer sur l'actualité géopolitique, économique et sanitaire. Alors, sur le front géopolitique, beaucoup de choses cette semaine. On a eu les Russes qui ont entièrement conquis la région de Lougansk. L'armée russe qui fait une pause, mais Vladimir Poutine a prévenu qu'il n'allait pas s'arrêter au Lougansk et qu'il allait continuer à avancer ses pions en Ukraine, hein. Il a même utilisé le terme que l'offensive ne fait que commencer. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff parce que l'armée russe est aussi épuisée, hein. Faut pas croire, la résistance ukrainienne est héroïque. L'armée russe est épuisée. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff de Vladimir Poutine ou est-ce que l'armée russe a énormément de cartes en main dont nous ignorons l'existence? Ça, on le saura dans les prochaines semaines. Mais toujours est-il que c'est assez inquiétant, ce conflit en Ukraine qui s'enlise. Et ça, c'est pas forcément bon pour l'économie. Sinon, l'actualité a été marquée par un terrible assassinat de l'ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a été tué par balle, hein. Il était en plein discours. Il a été assassiné par un tireur qui lui a tiré une balle et il est mort des suites de ses blessures. C'est assez inquiétant. C'est vraiment inquiétant, surtout un pays qu'on ne s'attend pas, hein, le Japon, qui est quand même un pays qui est considéré comme très respectueux
des dirigeants, hein. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai des Japonais, que c'est un peuple qui est très respectueux de ses dirigeants, du pouvoir en place, même quand il y a des oppositions. Et c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai été assez choqué par ce qui s'est passé. On peut là encore, on peut politiquement, on peut être du même bord ou du bord opposé à monsieur Shinzo Abe, mais voilà, par cet acte barbare, voilà, qui est le fait d'assassiner une personne, quelle qu'elle soit, de manière, on va dire, voilà, froide et préméditée. Voilà, bon ça, c'est quand même quelque chose, ça dit beaucoup aussi derrière, derrière ce geste, même au Japon, qu'il y a un aussi il faut aussi reconnaître qu'il y a un fossé qui se creuse entre les dirigeants et les populations. Et ça, c'est quand même assez inquiétant, c'est assez inquiétant au moment où je vous parle. Alors je l'avais pas mis dans la présentation, mais on a aussi, au Sri Lanka où, il y a eu des émeutes et le palais présidentiel a été envahi par la foule et le président sri-lankais a dû s'enfuir en catastrophe. Ça, c'est voilà, c'est assez inquiétant. Alors, ça peut paraître loin de nous, mais c'est assez inquiétant, tous ces phénomènes qui montrent clairement une rupture croissante, un fossé croissant entre les dirigeants politiques notamment, et les populations. Et ça, je suis assez, voilà, moi ça m'inquiète parce qu'on on sait pas comment, ça peut se terminer quand on regarde par exemple la Révolution française. Hem, voilà, alors effectivement dans les livres d'histoire, on apprend, que le peuple était sous le dominé par la tyrannie, de la monarchie absolue et puis qu'il s'est révolté et ça a été la liberté, ça a été génial. En réalité, dès la Révolution française, il y a eu énormément de massacres, il y a eu du sang, il y a eu la guillotine. Enfin, ça a été des années extrêmement dures, extrêmement dures pour la population. Ce n'est jamais souhaitable. Enfin, vous commencez à me connaître sur cette chaîne. Je suis toujours inquiet quand il y a des risques de révolution, des risques d'émeutes, des assassinats, etc. Moi, c'est quelque chose qui, voilà, avec lesquels je me sens pas du tout à l'aise. Moi, je suis plutôt favorable pour un changement dans les institutions, mais par la démocratie, par les élections, etc. Et effectivement, quand il y a des révolutions, des émeutes, des assassinats, etc., voilà, c'est des choses qui personnellement me troublent énormément. Voilà. Plus risible d'ailleurs, alors là, ça s'est fait sur le plan vraiment de la réglementation, sur un plan cadre, c'est la démission forcée de Boris Johnson. Alors pourquoi? Parce que c'est toujours ce scandale où lorsque le Royaume-Uni a imposé la quarantaine sous peine d'amende lorsqu'il y a eu le Covid, ben Boris Johnson, bon, les dirigeants, hein, mais il y a pas que Boris Johnson, hein, même les dirigeants d'autres pays, mais il se trouve au Royaume-Uni, il y a peut-être plus de transparence dans la vie publique. Des journaux ont montré que Boris Johnson faisait la fête, il invitait tout le monde, il faisait des fiestas entre guillemets, alors qu'on était en plein Covid, alors que les Britanniques étaient priés de rester chez eux confinés. Et on avait le Premier ministre qui avait un train de vie, on va dire, majestueux, dispendieux, voilà, avec des réceptions royales. Et ça, évidemment, ça s'est très mal passé. Ça a été un poison lent. Ça fait plusieurs mois que Boris Johnson est miné par cette affaire et ça a fini par éclater. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif ce qui s'est passé. Non pas que je suis contre la politique de Boris Johnson, mais là, on a un exemple quelque part où la démocratie a joué son rôle. C'est-à-dire qu'on a un Covid, on peut en penser quoi qu'on veut. On a eu des mesures qui ont été prises, confinement de la population, des dirigeants, ici Boris Johnson, qui a été pris en flagrant délit de ne pas respecter les lois qu'il a appliquées, qu'il a demandé aux Britanniques d'appliquer, et à la sanction démocratique qui tombe, il est poussé à la démission. Donc ça, c'est plutôt positif, et ça serait pas mal que d'autres pays s'inspirent de ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Voilà, qu'il y ait réellement une exemplarité des dirigeants. Pour moi, on ne pourra sortir de cette crise entre guillemets inflationniste, stagflationniste, de dette, etc., que si les dirigeants euh, appliquent une politique exemplaire vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà. Voilà un petit peu pour cette actualité géopolitique. L'actualité sanitaire, on a la 7e vague
du Covid qui continue à enfler. C'est un non-événement sur les marchés qui commencent à en avoir l'habitude. Par contre, il faut quand même surveiller ça de près. Ça peut gâcher certaines vacances. Hein. Les vacances, moi par exemple, avec ma compagne et mes filles, on va partir en Italie en août. Bah, c'est quand même quelque chose qu'on suit de près. Est-ce qu'on va remettre les passes vaccinaux, les passes sanitaires aux frontières entre les pays? Je ne sais pas, mais ça peut gâcher les vacances. L'actualité politique, on a eu le discours de politique générale de Elisabeth Borne et surprise, elle a annoncé que EDF serait nationalisé. Moi, j'avoue, j'étais assez surpris. Je ne pensais pas que finalement que la première ministre Elisabeth Borne, sous un gouvernement Macron qui est plutôt libéral, enfin décrit comme libéral par ses adversaires, notamment la France insoumise, aille jusqu'à nationaliser EDF. J'avoue, voilà, je suis surpris, je ne m'y attendais pas. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne suis pas suffisamment calé sur ce dossier parce que chaque dossier de nationalisation ou de privatisation est unique. Hein. C'est un peu léger de dire pour ou contre les nationalisations, les privatisations. Moi, en toute humilité, je ne connais pas assez le dossier pour me prononcer. Toujours est-il que j'ai été surpris de la part d'un gouvernement, voilà, d'un plutôt libéral, qu'il fasse cela. Alors, l'actualité macroéconomique, on a les chiffres de l'emploi très robustes aux États-Unis qui démontrent la résilience de l'économie américaine face à l'inflation. Et ça, évidemment, ça contribue à renforcer le dollar. Et enfin, l'actualité monétaire, je vais m'y attarder un peu plus quand je vais parler du marché des changes. Christine Lagarde qui traîne les pieds pour monter les taux, alors que on a déjà eu 3-4 hausses de taux aux États-Unis, dont une hausse de 75 points de base. En Europe, pour le moment, il ne se passe rien. On ne sait pas ce que fait Madame Lagarde. Est-ce qu'elle est partie en vacances pendant 2 mois? On ne sait pas trop ce qu'elle fait. Voilà. En tout cas, voilà, certains médias commencent vraiment à la décrire comme quelqu'un d'assez léger, quelqu'un, voilà, un peu une personne un peu frivole, qui est un peu, voilà, qui est un peu dans son monde. Bon, je vais vous décrire la situation. Elle est quand même plus compliquée. Sur cette chaîne, j'essaye un petit peu de réfléchir aux choses. La situation est assez compliquée pour Christine Lagarde et j'avoue, je n'aimerais pas vraiment être à sa place. On va passer maintenant au marché. Alors, les taux, marché obligataire, les taux, donc évidemment, les taux continuent à se détendre et évidemment, Madame Lagarde ne se précipitant pas pour annoncer des hausses de taux, bah forcément, les taux européens continuent à bien refluer. On a maintenant les taux français, par exemple, qui ont déjà perdu près de 50 points de base depuis leur sommet. Alors, c'est un peu moins flagrant aux États-Unis. On a quand même les taux qui commencent à baisser aussi aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le marché obligataire anticipe la fin du resserrement des tours de vis de la Fed d'ici le début de l'année 2023. Donc, les marchés s'attendent à ce que le gros de la hausse des taux aux États-Unis se termine d'ici décembre 2022 ou janvier 2023. Donc voilà un petit peu une détente des marchés obligataires. Donc là, on va passer au spread. Donc les spreads, hein, je rappelle, c'est un écart de taux entre les différents pays, différentes régions. Ça peut être aussi entre des entreprises et les taux d'État. Donc spread, c'est un écart de taux. Là, on voit que le spread de taux entre la France et l'Allemagne ne baisse pas tant que ça. On se stabilise. Il a arrêté de flamber, mais il se stabilise à des niveaux assez élevés. Et ça, c'est sans doute ce qui se passe avec les législatives en France. Les investisseurs commencent à avoir un petit peu peur. Hein. Les déclarations d'Éric Coquerel, qui devient président de la commission aux finances à l'Assemblée nationale, ça, voilà, les investisseurs ont un petit peu peur. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais ça semble se confirmer. On n'a pas, alors qu'on a des taux qui se détendent, on n'a pas forcément une baisse du spread de taux entre la France et l'Allemagne. On a un spread qui reste historiquement élevé. On a des plus hauts depuis plusieurs années et ça ne baisse pas tant que ça parce que les investisseurs commencent aussi à se méfier un petit peu de la capacité de la France, de la dette française. Alors, sur l'Italie,
Alors, là, pour le coup, alors on a des spreads qui certes restent assez élevés, hein, 200 points de base entre l'Italie et l'Allemagne, mais on voit qu'on n'est pas au plus haut de ces 4 ou 5 dernières années, hein. Les spreads entre l'Italie et l'Allemagne ont déjà été bien plus élevés. Pourquoi? Parce que Mario Draghi, aujourd'hui, au moment où je vous parle, inspire relativement plus confiance que Emmanuel Macron. Alors, c'est pas tant en termes de politique, hein. Emmanuel Macron et Mario Draghi ont à peu près la même politique, mais Mario Draghi a plus les coups des franches, on va dire, face à son Parlement, que Emmanuel Macron, qui est pris en tenaille quelque part entre le Rassemblement national à droite et la France insoumise, hein, la NUPES à gauche. Et les investisseurs anticipent que Emmanuel Macron ne pourra pas aller au bout de sa politique. Et effectivement, il faudra, contraint ou forcé, mais il faudra que la France fasse de grosses réformes. Malheureusement, ça va être douloureux, hein. Il faudra faire des réformes sur les retraites, des réformes sur un peu les dépenses publiques, parce qu'on ne peut plus, voilà, on a des taux d'intérêt qui remontent, on a un poids de la dette qui est énorme, qui est historique. Le dernier budget à l'équilibre de la France, ça remonte à 1974, quasiment 50 ans. Et la France ne peut plus continuer, il va falloir faire des réformes. Et là, le marché se pose des questions. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourra faire des réformes, notamment par exemple la réforme des retraites, alors qu'il a une opposition à l'Assemblée nationale qui est extrêmement forte. Et ça, évidemment, ça inquiète les investisseurs. Il va falloir convaincre, on ne peut plus passer en force, il faut que Emmanuel Macron et son gouvernement arrivent vraiment à convaincre les Français, à convaincre l'Assemblée nationale de l'utilité de faire des réformes et surtout que la population voit que ce sont des réformes qui sont pour le bien de tous, pour le bien du plus grand nombre et pas, et ça c'est peut-être le problème qu'a ce gouvernement, et pas des réformes qui sont là pour favoriser les plus aisés, les plus riches, les grosses entreprises au détriment de la population. C'est un peu ça aussi le problème. Il faut que le gouvernement envoie des gages pour faire passer des réformes qui sont importantes. Il faut faire passer des réformes, mais tout le monde doit payer. Tout le monde doit payer et il faut aussi que les plus riches, les patrons, payent, enfin, mettent la main au portefeuille. Tout le monde doit payer. On peut pas demander à la classe moyenne, si on veut être crédible à l'Assemblée nationale, aux classes moyennes, de faire des efforts. Et il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts sans que les plus aisés, les nœuds aussi, ne contribuent à l'effort national. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, hein, c'est le fil, ça fait déjà des mois que j'en parle, donc ça va sans doute revenir aussi dans les prochaines vidéos. Mais ça, c'est hyper important si on veut éviter qu'il y ait un risque vraiment d'émeute, enfin d'explosion sociale. Alors on va passer maintenant au taux de change. Donc là, je vais m'attarder évidemment sur ce qui se passe sur l'euro. L'euro-dollar a cassé la zone des 1,04, 1,05. Hein. Regardez, là, on est en mensuel, hein. On est en pas mensuel. Hein. C'est un graphique qui remonte aux années 2000. Hein. Donc, vous voyez, 2000, j'étais encore étudiant. J'étais encore étudiant. Et là, on voit que l'euro, bien, vous voyez cette petite mèche rouge là, ici, la dernière, il vient de casser un support que même la crise des dettes souveraines, la crise de l'euro qu'on a vu avec la Grèce, le Portugal, les PIGS, n'avait pas réussi à faire enfoncer l'euro. Là, ça y est, l'euro casse 1,04 et au moment où je vous parle, il cote à 1,0180. Il a même, au cours de la journée de vendredi, il a même cassé les 1,01 pour coter à 1,0080. Donc là, vraiment, on était à deux cheveux de la parité. Voilà, donc là, c'est assez inquiétant. On a vraiment une chute de l'euro. Et que si on regarde en pas horaire, on voit que l'effondrement, il est énorme. Je ne sais pas si vous voyez, en quelques jours, on est passé de 1,08 à 1,01. Enfin, c'est énorme, quoi. Je veux dire, des variations de 5, 6, 7% sur des devises comme l'euro-dollar, c'est la paire majeure. C'est le marché, l'euro-dollar, c'est le marché qui est le plus traité dans le monde. C'est quand même c'est quand même les deux plus grosses zones de la planète. L'euro-dollar, on ne parle pas du, je sais pas, du peso,
du peso du dollar zimbabwéen contre le dollar américain. Là, on parle vraiment de deux devises, les deux principales devises de la planète. On voit hein, des variations de 6% en quelques jours, en 2 semaines. C'est tout simplement énorme. Voilà. Et ça, évidemment, ça pose question. Et moi, évidemment, j'ai une certaine explication que je vais vous délivrer dans cette vidéo, hein, très très vite d'ailleurs. Alors, je passe en revue vite fait. Donc, pas grand-chose sur les parités euro-livre. Alors, même si la livre s'est appréciée face à l'euro hein, ces derniers jours, hein, surtout après l'annonce de Boris Johnson. Donc, les marchés, visiblement, pensent que avec un changement de gouvernement au Royaume-Uni, ça sera peut-être positif pour la livre sterling. En tout cas, toujours est-il que la livre sterling a gagné un peu plus de 2% cette semaine, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup aussi. Donc la livre s'est aussi appréciée face à l'euro. Alors là où c'est spectaculaire aussi, c'est contre le franc suisse. Ça y est, l'euro casse clairement la parité contre le franc suisse. Il a même cette semaine enfoncé le seuil des 99 centimes de francs suisses contre 1 euro. Alors, on avait déjà la semaine dernière, la semaine d'avant, cassé temporairement la parité, mais là, ça y est, on est vraiment en dessous de la parité. Hein. L'euro s'installe en dessous du 1 pour 1. On est à 0,9947. Donc, il faut 0,9947 francs suisses pour acheter 1 euro. Donc ça, c'est assez inquiétant. Hein. L'euro baisse. Alors, je ne vous ai pas mis non plus le graphique, mais l'euro est en train de chuter aussi contre le rouble. On est quasiment à des niveaux de faiblesse de l'euro par rapport au rouble qu'on n'a jamais vu depuis des années, des années et des années. Donc là encore, un petit clin d'œil à Monsieur le maire, notre cher ministre des Finances qui disait que on allait mettre l'économie russe à genoux et qui citait d'ailleurs comme exemple que le rouble était en train de s'effondrer. Il en parlait en conférence. Effectivement, le rouble avait commencé à fortement baisser par rapport à l'euro. Bah, aujourd'hui, le rouble est à des records historiques de force face à l'euro. Alors, c'est pas forcément bon pour l'économie russe, hein, attention, mais ça me fait un petit peu rire quand je vois un peu nos dirigeants avec quelle facilité ils utilisent des discours un peu à l'emporte-pièce pour parler quand même de choses assez graves, assez sérieuses. Le marché d'échange est un marché sérieux. On ne peut pas évoquer ce sujet avec cette légèreté. Et aujourd'hui, l'euro est en pleine déroute. Et ça va avoir des conséquences pour nous tous, que ce soit les retraités, que ce soit les citadins, les cadres, les ouvriers, les chômeurs. On est tous tributaires de la force ou la faiblesse de notre devise. On ne peut pas échapper, c'est très difficile d'échapper à la variation de la devise dans le pays dans lequel on vit. Et je vais vous en parler d'ailleurs. Alors, quelles sont les conséquences justement de la baisse de l'euro? Alors, sur l'inflation et le pouvoir d'achat des ménages, alors près de la moitié des produits importés dans la zone euro sont facturés en dollars contre moins de 40% en euros. Ça, c'est l'office, hein, c'est les sources, hein, c'est Eurostat, hein, donc l'Office européen des statistiques, Eurostat. Et c'est notamment le cas de beaucoup de matières premières, à commencer par le pétrole et le gaz, dont les cours avaient déjà grimpé à cause de la guerre en Ukraine. Et cette flambée des cours du pétrole et du gaz en dollars est exacerbée par la baisse de l'euro par rapport au dollar. Je vous donne un exemple simple, très simple, vous allez vite comprendre. Si le pétrole gagne 2%, augmente de 2% en dollars, le pétrole est libellé en dollars, il cote autour de 100 dollars le baril. Si le pétrole gagne 2% en dollars et qu'au même moment, l'euro perd 3% par exemple par rapport au dollar, ça veut dire que le cours du baril de pétrole pour les Européens a gagné à peu près 5%. 2% de hausse du pétrole libellé en dollars, plus les 3% de baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc le prix du pétrole libellé en euros, donc ce qui nous concerne nous, hein, nous quand on fait le plein, on paye en euros, hein, le plein d'essence, on ne le paye pas en dollars. Et ben c'est un peu comme si nous, notre plein d'essence avait augmenté de 5%. 2% lié à la hausse vraiment du pétrole libellé dans sa devise qui est le dollar, et 3% de baisse de l'euro. Donc c'est très important ce que je suis en train de vous dire là.
C'est pour ça que ça nous concerne tous, c'est que chaque pourcentage de baisse de l'euro, bah, c'est autant de pourcents d'inflation importée en plus pour les ménages sur quand même des produits de base. On parle du blé, du maïs, de la farine, du sucre, du pétrole, du gaz. On parle quand même de choses essentielles quand même dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est assez inquiétant. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut conséquence? Évidemment, il faut davantage d'euros pour acheter des produits importés en dollars. Hein, c'est le petit calcul que je vous ai fait, hein, tout bête. Les produits importés perdent en compétitivité, se font concurrence et sont donc plus chers. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ça contribue à accélérer l'inflation et menace le pouvoir d'achat des ménages. Donc, chaque hausse, chaque baisse de l'euro par rapport surtout par rapport au dollar, puisque le dollar est une devise de référence dans le monde, chaque baisse de l'euro par rapport au dollar provoque autant d'inflation importée pour les Européens. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Alors, sur les entreprises maintenant, donc sur les ménages, c'est très négatif, très mauvais. Pour les entreprises, les choses sont un petit peu différentes. Alors, l'effet de la baisse de l'euro varie selon la dépendance des entreprises au commerce extérieur et à l'énergie. Les entreprises qui exportent hors de la zone euro bénéficient de la dépréciation de l'euro car leurs prix deviennent plus compétitifs, tandis que les entreprises qui importent se retrouvent pénalisées par la baisse de l'euro. Donc, pour les entreprises dépendantes des matières premières et de l'énergie qui exportent peu à l'international, donc comme par exemple les artisans locaux, les petites entreprises, les coûts explosent. Par contre, évidemment, les grands gagnants de la baisse de l'euro, c'est l'industrie manufacturière qui exporte ses produits à l'étranger et notamment l'aéronautique, l'automobile, la chimie et le luxe. Et ça, évidemment, les grands groupes sont bien mieux préparés au choc parce qu'en plus de ça, ils ont de la trésorerie, ils ont des mécanismes, ce qu'on appelle des mécanismes ALM trésorerie, Asset Liability Management en trésorerie, treasuries, qui leur permettent d'atténuer les fluctuations des devises. Ils ont les capacités, ils ont les reins solides pour acheter ce qu'on appelle des futures, pour couvrir, pour bloquer leur prix, pour garantir leur prix d'achat des matières premières à long terme. Et donc, c'est ça un petit peu qui m'amène à me poser quelques questions parce qu'on voit que les taux, il y a une relation entre les taux d'intérêt et l'échange et on voit que cette baisse de l'euro, qu'est-ce qui se passe? Elle profite à des grosses entreprises comme qui ont déjà bien profité de la crise du Covid. Là, elle profite de la baisse de l'euro au détriment, là encore, des des petites entreprises. Prenez par exemple le restaurateur. Un restaurateur, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des matières premières. Donc les matières premières, elles vont lui coûter de plus en plus cher parce que libellées en dollars. Il va prendre les matières premières, il va les travailler pour faire de la cuisine, pour les servir aux clients. Sauf que le restaurateur français, il ne va pas servir ses clients en Chine ou aux États-Unis. Sa clientèle, alors à part peut-être quelques établissements un peu prestigieux, sa clientèle, elle est locale, elle est française. Donc, il ne peut pas répercuter l'intégralité de la hausse de ses coûts des matières premières sur les clients. Sinon, le risque, c'est que les clients ne viennent plus. Et donc, on voit que cette crise de l'euro, cette baisse de l'euro, elle défavorise les ménages, clairement, elle défavorise les petites entreprises et elle favorise les grands groupes. Et c'est là où, quelque part, moi, je me pose la question, que fait Christine Lagarde, la présidente de la BCE, et je pose cette question, Christine Lagarde est-elle ignorante, stupide, ou c'est-elle ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas? Et là, on voit effectivement, elle est souvent caricaturée un peu comme une personne, voilà, un peu neuneux, un peu qui sort un petit peu voilà, des petites phrases du type, je crois qu'il y en a un qui lui avait posé la question sur l'inflation par rapport aux retraités, puis je crois qu'elle avait sorti, elle a dit oh mais les retraités au pire ils ont qu'à travailler, ça leur fait du bien, voilà. C'est un peu voilà, elle a un peu ils ont la réputation d'être un peu blagounette, quoi, de faire quelques blagues, quelques sorties un petit peu, voilà. Donc du coup, forcément, les gens qui ne l'aiment pas,
vont tendance un petit peu à la caricaturer comme quelqu'un un peu de neuneu, un peu de stupide. Alors, moi, ma position, c'est que c'est loin d'être une personne bête. C'est quelqu'un de très intelligent, très instruite, qui a fait quand même une grosse carrière. C'est une avocate spécialisée. Elle connaît très très bien les marchés, les relations. Elle a été présidente du FMI, elle a été ministre de l'économie et des finances sous M. Sarkozy. Elle est présidente de la BCE. Donc c'est quelqu'un qui est loin, loin d'être bête. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Ce qui d'ailleurs m'énerve aussi. Bon, elle serait bête, bon, je dirais bon, voilà. Non, elle sait très très bien ce qu'elle fait. En ayant fait marcher la planche à billets comme jamais et en niant l'existence de l'inflation, quand elle a dit que l'inflation c'est temporaire, en réalité, elle sait très bien que l'inflation n'était pas temporaire. Mais c'était un discours pour justifier le fait de ne pas remonter les taux. Et qu'est-ce qui se passe? Christine Lagarde, en choisissant de ne pas remonter les taux, provoque une baisse de l'euro et donc une inflation importée. Pourquoi? Si la BCE ne monte pas ses taux, alors que dans le même moment, la Fed, la Réserve fédérale américaine, monte les taux. Que font les traders? Vous êtes trader, vous êtes investisseur international. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une devise qui ne vous rapporte rien, dont les taux courts sont encore négatifs, et vous avez en face le dollar, dont la devise rémunère l'argent de plus en plus, puisque la Fed remonte les taux. Donc, quand vous placez votre argent dans la zone dollar, votre argent vous rapporte de plus en plus, puisque la Réserve fédérale est en train de monter les taux. Donc, que font les investisseurs? Les investisseurs retirent l'argent de la zone euro et ils le placent dans la zone dollar qui rapporte des intérêts bien supérieurs aux intérêts de la zone euro. Donc, par ce mécanisme tout bête, hein, c'est le jeu de l'offre et la demande, vous avez des vendeurs d'euros, des acheteurs de dollars, et donc du coup, l'euro baisse par rapport au dollar, mais aussi par rapport à beaucoup d'autres devises dont les banques centrales ont décidé de remonter, de resserrer la politique monétaire. Alors, du coup, la question est pourquoi donc Christine Lagarde ne monte-t-elle pas les taux d'intérêt? Alors là, le mécanisme est plus compliqué qu'il en a l'air. C'est qu'une hausse des taux de la BCE entraînerait une envolée des taux d'État, des États qui sont très endettés. Ça, on l'avait vu, on a vu les taux, au moment où les marchés anticipaient une forte hausse des taux européens et on a eu les taux longs français et même allemands qui ont flambé. Les taux français sont même venus tutoyer les 2,5%. Les taux allemands sont venus titiller les 2%, du jamais vu depuis plus de 10 ans. Or, le problème, c'est qu'aux États-Unis, on a encore 4, 5, 6% de croissance. On a un taux de chômage historiquement bas, jamais vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Américains ont les moyens de payer leurs dettes à des taux plus élevés. Parce que, en fait, les taux, il ne faut pas regarder la dette comme un élément à part. C'est un tout. L'économie, c'est un tout. C'est vivant. C'est une science vivante. Tout est corrélé, tout interagit. Il ne faut pas regarder que le poids de la dette. Vous prenez par exemple, je ne sais pas, Patrick Drahi, il a des milliards d'euros de dettes. Est-ce que pour autant, il est dans une situation financière personnelle moins bonne que la mienne, qui n'est plus de dette? Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a fini avec mon épouse de payer tous nos crédits immobiliers. Non, non, parce que lui, il a les épaules, les reins suffisamment solides, vu que c'est quand même un patron d'un gros groupe de médias. Il a les reins suffisamment solides pour payer sa dette, ce qui n'est pas mon cas. Moi, si je devais avoir des millions d'euros de dette, je ne pourrais pas tenir. C'est un peu pareil entre la zone euro, entre la France, l'Allemagne, hein, la zone euro et les États-Unis. Les États-Unis sont capables de supporter des taux qui augmentent parce qu'ils ont une croissance économique solide, alors que nous, en Europe, si on a des taux d'intérêt qui dépassent le niveau de croissance du PIB, ça peut potentiellement entraîner un risque de faillite des États. Parce que ce qu'il faut voir, il ne faut pas regarder que le taux d'intérêt de l'État. Il faut regarder le taux d'intérêt de l'État par rapport à la croissance qu'il est capable de générer.
C'est un peu comme si je vous dis, ah bah, vous avez 200 000 € de dette. Ça ne veut rien dire 200 000 € de dette. On sait bien que 200 000 € de dette de quelqu'un, par exemple, qui gagne, je ne sais pas, 10 000 € par mois, quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois et qui a 200 000 € de dette, il sera beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui n'a que 10 000 € de dette et qui est au RSA. Donc, vous voyez, il ne faut pas regarder que le poids de la dette ou le taux d'intérêt de la dette. Il faut aussi mettre ça en rapport avec les revenus. Donc, pour les ménages, c'est le revenu, c'est le salaire. Pour les États, l'équivalent du salaire, c'est le PIB. Malheureusement, même des pays comme l'Allemagne, qui souffrent à cause de la guerre en Ukraine, n'ont pas les reins assez solides pour dégager une croissance suffisamment robuste pour supporter des taux d'intérêt élevés. Et c'est pour cela que Christine Lagarde, elle nous fait un discours que l'inflation est temporaire, etc., qu'elle ne voit pas d'inflation, etc., un peu neuneux quelque part. On se dit, mais c'est pas possible, elle a mis des, je sais pas, elle voit pas, elle a mis, je sais pas, elle a mis des œillères. En fait, si, Madame Lagarde est très intelligente, mais elle est bien obligée d'avoir une justification pour ne pas monter les taux comme le fait la Réserve fédérale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la zone euro n'est pas ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Ce n'est pas une ZMO. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la dette, elle est fédérale. Alors évidemment, les États américains ont aussi des dettes locales, mais la dette américaine, elle est mutualisée, elle est fédéralisée à l'État américain. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas encore une dette européenne. Les Grecs ont leur dette, les Français ont leur dette, les Italiens ont leur dette. Chaque pays de la zone euro, il a ses propres taux d'intérêt. Les taux français ne sont pas les taux grecs, ne sont pas des taux allemands, ne sont pas des taux italiens. Et donc, en fait, si Christine Lagarde remontait les taux comme le fait la Réserve fédérale, non seulement les taux allemands vont augmenter, on avait vu que ça peut poser problème, mais les taux des autres pays de la zone euro vont augmenter encore plus vite. C'est un peu ce qu'on appelle, c'est le mécanisme des spreads de taux. C'est-à-dire que si Madame Lagarde augmente peut-être les taux d'intérêt de 1%, les taux directeurs de 1%, alors les taux allemands vont peut-être augmenter de 1,1%, parce que l'Allemagne est considérée comme solide, mais l'Italie ne verra pas ses taux augmenter de 1%. L'Italie verra ses taux augmenter peut-être de 2, 3, 4%, et la Grèce peut-être de 7, 8, 10%. Et ça, en fait, les taux ne vont pas augmenter de manière translatée, ne vont pas connaître une translation, mais en langage mathématique, une homothétie. C'est-à-dire que les pays les plus fragiles de la zone euro vont, pour 1 point d'augmentation des taux directeurs de la BCE, les pays les plus fragilisés vont connaître des hausses de taux de 2, 3, 5, voire 10%. C'est ce qu'on appelle les spreads de taux. Et ça, Madame Lagarde le sait. Christine Lagarde le sait et elle a très peur qu'il y ait un écartement des spreads entre les différents pays de la zone euro. Et donc, si la BCE arrête la planche à billets et monte les taux, la hausse des taux ne sera pas homogène d'un pays à l'autre. Et plus inquiétant pour nous Français, au fur et à mesure que le temps passe, les marchés commencent de plus en plus à nous considérer plus comme un pays du sud de l'Europe, un pays un peu comme l'Italie, comme l'Espagne, que comme un pays frugal, comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas ou les pays du Nord. Donc pour nous autres Français, les hausses de taux appliquées par la BCE pourraient nous impacter plus négativement que ça n'impacterait les Allemands. Par ailleurs, ça c'est au niveau des États, une montée des taux provoquerait un renchérissement du coût de l'argent des entreprises. Certaines entreprises comme LVMH, qui s'est beaucoup développée par la croissance externe, donc LVMH vient par exemple il y a quelques mois d'absorber Tiffany, ça ils ont pu le faire en s'endettant à taux quasiment négatif. Donc, si jamais Christine Lagarde remonte les taux d'intérêt des entreprises, notamment LVMH ou d'autres, monteraient. Ce qui, évidemment, va rendre plus compliqué le business model, par exemple, de personnes comme Bernard Arnault qui souhaitent finalement faire grossir leur business par croissance externe, par acquisition de nouvelles entreprises via notamment le crédit. Et ça, évidemment, Christine Lagarde le sait. Et c'est ça aussi, moi, qui m'énerve un peu, c'est que
on sait très bien que nos dirigeants actuels sont aussi un petit peu à la botte, quelque part, des grands patrons de certains business. Et ça, c'est voilà, et ça, c'est pas sain. Ça, c'est pas sain. Voilà, ça, je l'ai déjà dit. Ça fait déjà plusieurs mois que j'en parle. C'est pas du tout sain. Que des gens comme Pinot, comme Dassault, comme voilà, comme Bolloré, comme Bernard Arnault fassent du business, ça me gêne pas. Ils sont là, c'est normal. On ferait tous pareil. C'est normal. Le but d'un businessman, d'un patron d'entreprise, c'est que son entreprise, elle croît le plus possible. Je veux dire, s'il était capable, si le patron, par exemple, de LVMH ou Bernard Arnault ou Elon Musk ou Jeff Bezos pouvaient faire en sorte que leur entreprise pèse la moitié du PIB mondial, bah, ils le feraient. Et c'est normal, c'est du business. On est tous pareils. Hein. Donc moi, j'en veux pas forcément contre à ces personnes-là. D'ailleurs, moi-même, j'ai beaucoup d'actions LVMH et j'en suis content. Ce qui me gêne, c'est pas vraiment ça. Ce qui me gêne, c'est que les gouvernements, les personnes qui ne sont pas chefs d'entreprise, mais chefs qui ont été élus et qui sont censés euh, quelque part servir les intérêts du peuple, du plus grand nombre, en fait, commencent à servir, enfin servent les intérêts des, des puissants. Et c'est ça qui me dérange, moi. C'est ça qui me dérange. Normalement, un dirigeant d'État, un chef d'État, un chef de banque centrale, il doit servir l'intérêt du plus grand nombre. On est en démocratie. Il doit servir l'intérêt du plus grand nombre et pas l'intérêt de quelques magnats que ce soit. Et c'est ça qui est un petit peu, on va dire, moi qui me dérange. Et enfin, pour finir, une montée des taux renchérirait le coût des crédits des ménages, en particulier les crédits immobiliers. Hein. Alors, certains qui sont en train d'acquérir un bien immobilier, peut-être on peut se rendre compte que les taux ont pas mal augmenté. En gros, si la BCE monte les taux, cela fait chuter les prix de l'immobilier et favorise en fait les personnes qui ont du cash, qui veulent accéder à la propriété. Mais en gardant les taux bas, en fait, elle va maintenir les prix de l'immobilier élevés et l'inflation qui en découle arrange les propriétaires actuels au détriment des locataires voulant accéder à la propriété. Pour les locataires, c'est un peu la double peine. Un locataire qui a du cash, bah, si les prix de l'immobilier continuent à monter parce que les taux sont très bas, bah, son cash, il va avoir beaucoup de mal à s'en servir comme apport pour accéder à la propriété. Et en plus, son cash verrait sa valeur diminuer à cause de l'inflation. Et comme il est locataire, bah, ses loyers monteraient à un rythme à peu près égal à l'inflation. Donc on voit que par ses actions sur les taux, par sa non-action sur les taux, Christine Lagarde, finalement, favorise certaines catégories de la population au détriment, d'autres catégories. Voilà. Donc, et ça, évidemment, on sent bien, à la lumière de ce que je vous ai dit, que les catégories de la population qui sont plutôt gagnantes, bah, c'est tout ce qui est tourné à l'international, les grands groupes, éventuellement les propriétaires, les personnes qui sont déjà propriétaires de leur logement. Et ceux qui sont défavorisés, bah, ce sont les petites entreprises, les petits artisans, les particuliers qui dépendent beaucoup des matières premières, qui ont besoin de la voiture pour rouler. On voit bien un petit peu les gagnants et les perdants de la politique actuelle de la BCE. D'autant plus inquiétant que bah, les gagnants de cette politique de taux bas étaient déjà les gagnants du Covid. Et là, ils sont encore gagnants avec l'inflation et les taux européens, enfin la BCE qui ne veut pas monter ses taux. Voilà un peu pour cette grosse parenthèse sur le marché des changes. Je vais y revenir aussi en fin de vidéo pour vous donner un peu les conséquences pour vous aussi en tant que salarié. Hein. N'oublions pas que lorsqu'il y a une crise, tout le monde n'est pas perdant, tout le monde n'est pas gagnant. Même durant la peste noire, quand même, enfin la peste noire qui a tué la moitié de la population européenne. Hein. Philippe Fabry, qui a fait pas mal, qui travaille beaucoup sur l'historionomie, en parle. Même durant la peste noire et la guerre de 100 ans, qui étaient quand même les heures sombres du Moyen Âge, il y a eu des gagnants et des perdants. Il y a eu chaque crise en fait est un transfert de richesse d'une main à l'autre, d'une catégorie de la population à une autre. Et là, on voit que la politique suivie par Christine Lagarde va entraîner
un transfert de richesse d'une catégorie d'une population vers une autre. Et je vous expliquerai justement à la fin de vidéo dans les conseils un petit peu que je peux vous donner. Alors, je vais passer maintenant aux autres marchés. Alors, ça va aller un peu plus vite parce qu'il s'est moins passé des choses. Sur les actions, le CAC 40 repasse symboliquement au-dessus des 6000 points. Donc finalement, il est un peu flat sur la semaine. Il ne s'est pas passé grand-chose sur le CAC. Il était légèrement en dessous des 6000 il y a une semaine, à 5990. Là, il est légèrement au-dessus de 6000 à 6015 points. Sachant que le CAC a testé un plus bas jamais vu depuis février 2021, en dessous des 5800 points, avant de remonter en deuxième partie de semaine. Alors, là encore, je fais justement un rappel. Laisser filer l'inflation par la chute de l'euro provoque des distorsions, ce que j'appelle des distorsions cognitives, appelées illusions nominales, avec en corollaire un énorme transfert de richesse du travail vers le capital. Alors attention, je ne suis pas du tout marxiste, je parle de travail, de capital. Là, je vous explique, là encore, vraiment presque mathématiquement, pourquoi cette baisse de l'euro fait un transfert. Donc, si Madame Lagarde persiste à faire croire aux investisseurs qu'il n'y a pas de problème d'inflation en Europe et traîne des pieds pour monter les taux, les investisseurs avisés fuient l'euro. L'effondrement de l'euro ne se voit pas lorsque vous avez un billet de 20 euros dans la main. Il aura toujours une valeur faciale de 20 euros. En revanche, ce que vous verrez, c'est une envolée de tous les prix libellés en euros. C'est un peu comme quand vous êtes dans un train qui n'avance pas très très vite. Et quand vous voyez tous les autres trains qui avancent beaucoup plus vite que le vôtre, ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous prenez le RER et que pas de taux, vous êtes dans le train qui a un problème, qui roule lentement et que tous les autres vont plus vite, vous avez l'impression de reculer par rapport aux autres trains. Alors que vous avancez, mais vous avancez moins vite. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous détenez un billet de 20 euros dans la poche, votre billet, il vaudra toujours 20 euros, sauf que donc vous ne le verrez pas se déprécier. Par contre, ce que vous verrez, c'est que tous les prix que vous achetez, tous les biens que vous allez acheter vont voir leur valeur augmenter en euros. Et en fait, c'est ça que vous voyez. Or, les actions des entreprises européennes ne sont rien d'autre que des titres de propriété exprimés en euros. Ça, c'est très, très important. Je rappelle, je l'écris, les actions européennes ne sont rien d'autre que des titres de propriété exprimés en euros. Donc, si l'euro chute, le prix de la baguette exprimée en euros flambe, le prix du sac Louis Vuitton flambe aussi, le bénéfice de l'entreprise exprimé en euros, donc qui fabrique le sac Louis Vuitton, flambe également, d'autant plus que les salaires versés aux employés ne vont pas suivre la même courbe que l'inflation. Et en corollaire, l'action LVMH, qui n'est rien d'autre qu'un fragment de l'entreprise LVMH, verra son cours flamber. Vous voyez un peu ce mécanisme. Donc cet effondrement de l'euro, en fait, va entraîner un énorme transfert de richesse des personnes qui échangent leur temps contre de l'argent, c'est-à-dire les salariés. Quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent sera payé en euros, en cash, en euros, vers ces personnes-là vont voir leur pouvoir d'achat s'éroder et cette perte de pouvoir d'achat va aller d'une main vers une autre et ceux qui vont gagner, ce sont les personnes qui détiennent des actifs tangibles. Et les actions sont des actifs tangibles. Détenir une action Total, une action LVMH, une action Saint-Gobain, Air Liquide, c'est comme si vous détenez, pour faire simple, un bout d'entreprise. C'est comme si vous détenez des mètres carrés des locaux de l'entreprise. Une partie des bâtiments, une partie du matériel informatique, une partie des brevets de recherche, une partie de la production. Donc, détenir des actions, c'est détenir des parts de propriété de l'entreprise. Et ça, c'est très, très important. Alors que si vous détenez du cash, votre salaire, c'est du cash et que vous n'en faites rien, vous n'achetez pas d'actions, votre cash à la banque, une fois que vous avez votre salaire a été versé, votre cash perd rapidement de sa valeur. Parce que le cash que vous avez dans la banque, c'est ce qu'on appelle un titre de créance. C'est une dette que la banque vous doit. Lorsque votre salaire arrive à la banque,
bah, en fait, c'est comme si la banque, elle avait une créance vis-à-vis de vous. Or, l'inflation tend à baisser à diminuer l'endettement des créanciers et à diminuer le patrimoine, le cash, la valeur du cash des, des personnes, en fait, des salariés. Voilà. Donc, mes conseils, si vous êtes un salarié très performant, capable d'atteindre ses objectifs 10, 20%, voire 30% plus vite que la moyenne. Dans une période inflationniste, ça ne sert pas à grand-chose de faire du zèle dans son travail parce que vous ne serez jamais payé à votre juste valeur par rapport à l'inflation. Utilisez ces 10%, 20%, 30% de temps gagné pour investir dans des actifs tangibles. Il vaut mieux, imaginons que vous avez un travail, vous êtes lundi, votre chef vous donne du travail pour vendredi et que vous avez fini mercredi. Bah, ça sert à rien d'aller voir votre chef et lui dire ouais j'ai fini, voilà, parce que votre chef il va vous redonner du boulot, il sera peut-être reconnaissant, vous aurez peut-être une augmentation, mais cette augmentation elle sera en général moins forte que l'inflation. Par contre, si vous dites à votre chef ok je le fais pour vendredi, mercredi vous avez fini et que vous passez les 2 jours restants à travailler sur votre patrimoine, sur votre portefeuille, bah, vous allez paradoxalement dans un univers inflationniste de dépréciation de l'euro, bah, vous allez gagner plus. Par contre, si vous pensez que votre hiérarchie vous sera très reconnaissante parce que vous êtes un haut potentiel, hein, etc., et que vous trouvez que ça vaut le coup de produire plus, alors rapprochez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine qui va prendre lui son temps pour gérer votre patrimoine. Parce que même si vous bossez énormément et que vous savez que votre chef va vous augmenter de 4, 5, 6%, 7%, enfin au moins autant que l'inflation, bah, ça ne règle pas le problème que l'argent que vous avez déjà gagné grâce à votre salaire, bah, il faut bien le placer quelque part. Il faut quand même consacrer du temps à optimiser votre patrimoine. Et ça, soit il n'y a pas 36 000 solutions, soit vous le faites vous-même, soit vous le confiez à un professionnel qui connaît son affaire. Mais il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas laisser votre argent en cash comme ça, dormir et se faire lentement, gentiment éroder par l'inflation importée à cause de la baisse de l'euro. Et là, je termine justement ce petit focus sur le CAC 40 par un indice, l'indice de la bourse turque. Donc, regardez la valeur nominale. Hein, donc, attention à valeur nominale. Si Madame Lagarde, donc là, voilà encore, si Madame Lagarde ne fait rien pour stopper l'inflation en laissant l'euro chuter, paradoxalement, le CAC 40 pourrait connaître une envolée comme on n'a jamais vu. On peut très bien voir le CAC 40 coté 10 000 points. Si Madame Lagarde ne fait rien pour remonter les taux, on peut très bien, et que l'euro s'effondre, on peut très bien avoir la valeur du CAC 40 qui part à 10 000 points. Et là, je vous ai pris un exemple, c'est le graphique de la bourse turque. Donc ça, c'est le graphique, quand on voit, regardez la bourse turque, regardez-moi un peu cette performance. Hein. 2021, la bourse turque fait quasiment 100% de hausse. Et depuis début 2022, la bourse turque est en hausse de quasiment 20%. Vous voyez, depuis début 2022, la bourse turque est en hausse de 20%. Alors que la plupart des bourses occidentales, hein, notamment européennes, américaines, sont en baisse de 20%. La bourse turque est en hausse de 20%. Alors, est-ce que ça veut dire que l'économie turque est en pleine croissance, que les Turcs ils sont riches, etc. Pas du tout. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'effondrement de la lire turque provoque une forte hausse de l'inflation importée. Les entreprises qui exportent vers l'étranger reçoivent des devises étrangères qui valent de plus en plus de lire turques et on a une flambée de la bourse turque. Mais ça, c'est une flambée de la bourse turque qui ne concerne que les grandes sociétés turques hein, qui sont cotées en bourse et qui exportent à l'étranger et qui profitent finalement de la dévalorisation de la lire turque. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Turquie? Face à l'effondrement de la devise turque, paradoxalement, les actions sont devenues des actifs sans risque. Donc ça, c'est quand même un sacré changement de référentiel. Hein. Moi, qui ai fait quand même des études en finance,
si je disais aux profs que les actions, que l'action, quelle qu'elle soit, c'est un actif sans risque, alors que le monétaire libellé dans une devise qui va s'effondrer est un actif risqué, bah, le prof, il me met 0 sur 20. Il me dit, mais monsieur Bacot, vous n'avez rien compris au cours. Ce qu'on apprend en finance en disant l'actif sans risque, c'est le monétaire et l'actif risqué, ce sont les actions, ça, c'est vrai que dans un environnement où de stabilité des prix, où les banques centrales, elles maintiennent l'inflation à des niveaux proches de 0, 1, voire 2%. Donc effectivement, dans des environnements où il n'y a pas d'inflation, où la devise est stable par rapport aux autres devises, effectivement, l'actif sans risque, c'est le monétaire, l'actif risqué, c'est l'action. Mais dans un environnement inflationniste, voire hyper inflationniste, comme c'est le cas en Turquie, l'actif sans risque devient une action, parce que détenir une action, c'est détenir une part d'entreprise, détenir des locaux, détenir des brevets, détenir des produits, alors que le monétaire, qui est censé être un actif sans risque, devient par essence un actif risqué. Et ça, c'est extrêmement important à connaître, à savoir. C'est pas facile. Même des gens, quand je discute avec des gens qui ont fait de la finance, qui ont fait de hautes études en finance, ils ont du mal à comprendre cela. Tout ce qu'on apprend en finance, même à un niveau très élevé, l'actif sans risque égale monétaire, actif risqué égale les actions, on construit un portefeuille avec le modèle de Markowitz. Tout ça, c'est vrai dans un environnement économique de stabilité des prix. Dès lors que vous avez une poussée de l'inflation, surtout quand c'est de l'inflation qui est liée à la dévalorisation, à la dévaluation de votre devise, alors là, on a une inversion de l'échelle de valeur des risques. Les actions deviennent des actifs sans risque ou avec très peu de risque, et au contraire, le cash devient quasiment l'actif le plus risqué qui soit. Et là, on le voit avec la Turquie. Et effectivement, la même chose pourrait se produire avec le CAC 40 si Madame Lagarde continue sur cette voie en ne faisant rien pour soutenir l'euro. Et la seule manière que Madame Lagarde a pour soutenir l'euro, c'est de monter les taux d'intérêt. Voilà. Donc là j'ai fait encore un focus. Hein. On voit à quel point le marché des changes est important parce qu'il va bouleverser tous les autres marchés. Des variations du marché action ne va pas forcément impacter votre train de vie, sauf si vous vivez de vos dividendes des actions. En général, la variation des cours d'une action ne va pas impacter la vie de monsieur tout le monde. La variation du forex, du change, va impacter quasiment toutes les classes d'actifs, on le voit sur les actions, et aussi votre vie de tous les jours. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le CAC 40, hein, qui paradoxalement, si Madame Lagarde continue à ne rien faire, pourrait très bien partir à 7 000, 8 000, 10 000 points. Mais qu'est-ce que vaudront les 10 000 points dans quelques semaines, quelques mois, si Madame Lagarde ne fait rien? Voilà. Peut-être que le CAC 40 coûtera 10 000 points, mais la baguette de pain que vous achetiez, elle vaudra 5, 6, 7 euros. Et le litre d'essence, il sera peut-être à 7 euros. Mais on aura un CAC 40 à 10 000 points. Voilà. Alors, je continue. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, le Dow Jones, pareil, hein, il remonte très légèrement. Il a connu un début de semaine difficile, mais la bourse US a plutôt bien résisté. Alors, j'enchaîne sur le Nasdaq qui a connu une très belle semaine. Hein. C'est un des indices qui a le mieux performé. Pourquoi? Parce que comme les marchés américains anticipent le bout du tunnel, la fin du resserrement monétaire, bah forcément, les entreprises du Nasdaq qui n'aiment pas les hausses de taux, les anticipations de hausse des taux, bah forcément, elles ont respiré un bon coup cette semaine, elles ont bien rebondi. Attention toutefois, on n'est pas encore sorti du canal baissier. On a eu un très beau rebond, mais regardez, il y a encore de la marche. Le Nasdaq peut très bien prendre encore 1000 points avant de sortir de son canal baissier. Alors sur le Nikkei, donc le Nikkei a bien résisté cette semaine, il a même augmenté cette semaine, malgré quand même le terrible assassinat de l'ancien Premier ministre japonais, hein, Shinzo Abe. Ça, j'étais surpris, hein, la bourse du Japon n'a pas du tout frémi à cet événement tragique. Donc le Nikkei a rebondi dans le sillage des bourses américaines et européennes. Alors, sur la Chine, là, on a une stabilisation de la bourse chinoise, alors que les bourses européennes ont monté. La bourse chinoise s'est stabilisée cette semaine, mais c'est quand même, c'est plutôt une reprise de souffle
après quand même plusieurs semaines de hausse assez soutenue de la bourse chinoise. En Inde, on a une très belle remontée des actions indiennes qui, en une semaine, ont effacé toute la moitié de la baisse qui a eu lieu depuis le début de l'année. Pour l'Afrique du Sud, il n'y a pas grand-chose à signaler. On tourne toujours autour des 60 61 000 points. Et pour le Brésil, la bourse brésilienne, pareil, on est légèrement en dessous des 100 000 points. Voilà un petit peu pour les marchés actions. On va attaquer les métaux précieux. Et là, il s'est passé des choses sur les métaux précieux. L'or s'est littéralement effondré cette semaine en cassant deux gros supports, 1800 points, 1800 $ l'once et 1700 $ l'once. Attention, le prochain support, 1700 $ l'once, sera critique car en cas de cassure à la baisse du support des 1700 $ l'once, toute la hausse post-Covid qu'a fait l'or aura été effacée. Donc là, l'or va arriver à des niveaux assez critiques, 1700, 1750 $ l'once, 1700 $ l'once, c'est une zone vraiment critique, c'est un gros support. Ça peut être intéressant d'acheter de l'or à ces niveaux-là dans une perspective patrimoniale de long terme. Par contre, sur le court terme, là, on va rentrer dans une zone assez dangereuse pour l'or. Pour l'argent, alors là, ça a été une semaine, un carnage encore sur l'argent. La semaine a été désastreuse. Le métal gris enfonce définitivement le seuil des 20 $. L'argent a même cette semaine fait une incursion en dessous des 19 $ l'once pour revenir au niveau où il était en 2019. Donc là, c'est voilà, ça y est, l'argent est en forte baisse. Certains diront que l'argent est sous-évalué, que c'est le moment d'acheter. On est à des niveaux qu'on ne veut, on est à des fenêtres de tir qu'on ne reverra jamais plus. Moi, je suis prudent. Vous voyez, je suis très prudent. J'ai de l'argent en portefeuille. Je vous présenterai mon portefeuille. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur mon portefeuille? Je suis pas mal investi sur l'or et l'argent, mais il faut faire très attention. Moi, vous voyez, pas de all-in. Attention, pas de all-in. Sur le long terme, je pense que c'est intéressant d'avoir de l'or et de l'argent en portefeuille parce que ce sont quand même des actifs anti-inflation, anti-bêtises des banques centrales sur le long terme. Par contre, sur le court terme, on peut avoir pas mal de chahuts sur les métaux précieux. Alors, le palladium, lui, pour le coup, il a connu une très belle envolée de près de 10% cette semaine. On a une très belle envolée du palladium et la prochaine zone se situe à 2500 $ l'once. Et enfin, le platine qui, après avoir connu plusieurs semaines catastrophiques, se stabilise. On est à peu près en dessous des 900 $ l'once de platine. On a une stabilisation du platine. Alors, est-ce que c'est une stabilisation avant enfin un renversement de tendance ou est-ce que la baisse va se poursuivre? Ça, on le verra dans les prochaines séances, prochaines semaines. Mais le platine a eu une petite reprise de souffle cette semaine. Donc voilà un peu pour les métaux précieux. Donc ça a été globalement, à part pour le palladium, ça a été très dur, en particulier pour l'or et l'argent, qui sont quand même les principaux métaux précieux traités sur les marchés. Ça a été une semaine vraiment très difficile sur les métaux. Alors, on va passer aux matières premières. Alors, les matières premières, le pétrole a connu un accès de faiblesse cette semaine, puisqu'il est revenu au niveau des 92 $ le baril, donc ce qui est un support jamais vu depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais il a très bien rebondi sur ce support pour revenir au-delà des 100 $ le baril. Alors, cette hausse du pétrole, elle est liée en partie notamment, enfin cette baisse du pétrole a été liée en partie avec le renchérissement du dollar américain. Mais malgré cela, le pétrole continue à résister. Pareil pour le gaz naturel qui remonte un petit peu cette semaine après plusieurs semaines de forte baisse. Alors sur le cuivre a connu une semaine épouvantable. Le cuivre continue sa dégringolade. On a vraiment regardé un peu cette baisse quand on voit en page journalière. On a littéralement cassé les 4,5. On a enfoncé la zone des 4. Et là, on est venu
on est en train de construire autour des 3,40, 3,50 dollars la tonne de cuivre. Donc là, voilà, le cuivre a connu une semaine très difficile. Pourquoi? À cause des anticipations du ralentissement de la croissance mondiale. Alors le nickel, ça a été une semaine assez flat, hein, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. Hein. On a une semaine, la semaine d'avant a été une très forte baisse. Cette semaine a été plutôt calme sur le nickel. Le blé finit la semaine assez stable après un début de semaine très dur, avec même une incursion du blé en dessous des 800 dollars. Pareil pour le maïs qui a fait une incursion en dessous des 600 dollars. Hein. Donc, vous voyez un petit peu le graphique. Hein. Donc, le maïs et le blé ont énormément souffert hein, cette semaine. Et on voit un peu, hein, on a eu un rebond en deuxième partie de semaine, mais attention, la situation, elle est quand même assez fragile sur ces matières premières alimentaires. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc les matières premières, globalement, à part le pétrole qui tient bien, en général, ont tendance à plutôt corriger. Elles commencent à s'inscrire dans une tendance de forte correction, voire même de tendance baissière pour certaines. Et ça, c'est plutôt positif. Alors pour mon portefeuille, c'est pas forcément top, mais ça c'est plutôt positif par rapport à l'inflation, parce que je rappelle que l'inflation a démarré avec le renchérissement des coûts des matières premières. Mais là encore, attention, les coûts des matières premières que je vous ai montrés dans cette vidéo sont exprimés en dollars. Mais si les matières premières baissent en dollars et que malheureusement l'euro s'effondre par rapport au dollar, ben, nous autres Européens, on verra une hausse des matières premières libellées en euros. Hein, c'est toujours bête. Hein. Si une matière première libellée perd 3% en dollars, hein, une matière première libellée en dollars perd 3%, mais que dans le même temps, l'euro perd 10% par rapport au dollar, bah vous, en tant que consommateur européen, vous aurez l'impression que la matière première, le prix de la matière première a augmenté de 10, moins 3, de 7%. Voilà. Je vous la fais simple. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt positif hein, que les matières premières commencent à bien baisser, à condition que l'euro ne s'effondre pas par rapport au dollar, parce que sinon, ça ne servirait à rien. Alors, je termine par les cryptos. Il y a eu un petit rebond du Bitcoin au-dessus des 20 000 dollars l'once. Hein. On était tombé en dessous des 20 000 il y a 10 jours. On est revenu au-dessus des 20 000, mais attention, on est encore dans du rebond technique. Et c'est pareil aussi pour l'Ethereum hein, qui a bien rebondi sur la zone des 1000 dollars. Mais bon, à 1200 dollars, là encore, hein, on est encore dans du rebond technique qui n'efface pas le carnage qu'on a eu sur les cryptos durant ces derniers mois. Donc voilà un petit peu pour ce point, ces marchés. Alors, en conclusion, les taux et les spreads continuent de se détendre. L'euro qui s'effondre, ça c'est vraiment la nouvelle de la semaine. L'euro s'effondre. Il pourrait, à ce rythme, casser la parité avec le dollar la semaine prochaine. Si rien n'est fait, on pourrait casser la parité dès la semaine prochaine avec le dollar. On a déjà cassé la parité avec le franc suisse cette semaine. On pourrait casser la parité avec le dollar la semaine prochaine. Les actions se stabilisent. L'or et l'argent sont en chute libre. Les matières premières, globalement, sont orientées en baisse avec une petite stabilisation pour certaines d'entre elles cette semaine. Donc là encore, hein, je rappelle, la semaine dernière, j'avais manifesté un brin d'optimiste car la détente des matières premières va faire baisser l'inflation. Mais si Madame Lagarde ne fait rien pour soutenir l'euro, alors la monnaie unique chutera beaucoup plus vite que les matières premières et la désinflation liée à la baisse des matières énergétiques et alimentaires sera neutralisée pour nous Européens par une inflation importée liée à la baisse de l'euro. Ça, c'est très important. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. C'est il faut regarder l'évolution des prix des matières premières en dollars, puisque c'est là, officiellement, les matières premières sont libellées en dollars, mais il faut vraiment surveiller ce que fait l'euro, parce que ça, il en va vraiment de notre avenir à nous tous.
Alors voilà, maintenant je vais passer au focus sur mon portefeuille. Alors, cette semaine a été plutôt positive pour moi, plutôt positive, pour plusieurs raisons. Alors, j'ai pris une position vendeuse de l'euro contre le franc suisse. Donc, j'ai vendu l'euro pour acheter du franc suisse au niveau des 1, au niveau de la parité, hein, 1. Donc, dès que l'euro commençait à yoyoter autour des 1 franc suisse pour 1 euro, j'ai vendu l'euro et grand bien m'a pris puisque j'ai gagné un peu d'argent avec la baisse de l'euro par rapport au franc suisse. Quand l'euro a enfoncé la parité contre le franc suisse, j'ai pu gagner un peu d'argent. J'ai aussi acheté du CAC 40 sous les 5800 points avant de vendre une partie de mes positions à 6045 points. J'ai allégé mon portefeuille exposé aux matières premières, en particulier au blé et au maïs. J'ai profité du petit rebond qu'on a eu dans la semaine pour finalement prendre un tout petit peu de gain sur le blé et le maïs. Alors, je reste exposé au blé et au maïs, mais j'ai pas mal allégé mon exposition. Et j'ai investi aussi quelques centaines d'euros dans des obligations Govies italiennes. Non pas que je crois en l'Italie, mais parce que Madame Lagarde semble prête à sacrifier l'euro pourvu que les spreads de taux ne remontent pas. Madame Lagarde, elle a un dilemme. Soit elle défend l'euro, elle monte ses taux pour tenir par rapport à la Fed, et là, on risque d'avoir un écartement énorme des spreads entre les différents pays de la zone euro. Donc, on sacrifie les spreads pour défendre l'euro. Soit, deuxième cas, on fait tout pour maintenir les spreads dans un range qui soit supportable pour les pays du Sud, mais au détriment, on sacrifie l'euro et on provoque de l'inflation importée pour l'ensemble des Européens. Et a priori, au moment où je vous parle, en tout cas, le pari, Madame Lagarde semble plus vouloir sacrifier l'euro, laisser l'euro filer, plutôt que de défendre la monnaie unique, pourvu que les spreads restent, ne s'écartent pas trop entre les pays du Sud et les pays du Nord. Donc voilà un petit peu les stratégies que j'ai fait cette semaine et ça a été plutôt positif pour moi. Donc là, j'ai dégagé quelques plus-values, notamment sur l'euro franc suisse. Et là, on voit que mes plus-values réalisées repartent à la hausse. Je suis resté quelques semaines à yoyoter et là, on a eu de belles réalisations de plus-value, notamment en shortant l'euro par rapport au franc suisse. Alors, globalement, voilà, ce que j'ai fait, ça ne masque pas le fait que j'ai quand même des pertes dans l'ensemble des classes d'actifs. Je perds 25 euros sur les obligations, 80 euros sur les actions, 833 euros sur les métaux précieux. Bah oui, ça a été la bérésina sur les métaux précieux, sur l'or et l'argent. Donc, forcément, bah, mon portefeuille n'en sort pas indemne. Je perds 130 euros sur les matières premières, 310 euros sur les cryptos et même 3,7 euros sur le change, notamment à cause du yuan chinois. Donc là où je gagne un petit peu, c'est sur la volatilité, sur les dérivés de volatilité. Voilà. Les indicateurs de mon portefeuille. Donc, mon portefeuille, la valeur, la performance totale de mon portefeuille s'est légèrement améliorée. On est passé de moins 4,41% la semaine dernière à moins 4,29% cette semaine. On s'est légèrement amélioré. On a une performance réalisée qui a bien remonté, qui a pris à peu près une quinzaine de points de base. On a un ratio de latence qui s'est légèrement dégradé. On n'est qu'à 6,28%. C'est assez faible. J'ai à peu près 1537 euros de moins-value latente contre seulement 103 euros de plus-value latente, ce qui donne un ratio de latence assez bas. Là où par contre mon portefeuille s'est beaucoup amélioré, et ça je suis plutôt content, c'est le ratio de couverture, le taux de marge disponible qui revient à 87%, qui revient au contact des 90%. Et donc quand on regarde un petit peu le dernier slide, l'allocation d'actifs, je reviens assez proche de l'allocation stratégique que je me suis fixée, qui consacre un équilibre entre cash, obligations, actions, métaux, matières premières,
avec des actifs de diversification comme les cryptos, le forex et la volatilité. Et donc, en fait, si je veux me rapprocher encore plus de l'allocation stratégique, je vais devoir baisser mes investissements en métaux précieux. Mais pour le moment, évidemment, d'un point de vue tactique, je garde une exposition assez forte sur les métaux précieux. Et on voit, hein, quand on regarde mon portefeuille, les obligations, enfin l'or et l'argent, c'est ce qui représente le plus dans mon portefeuille. Alors j'ai une partie en cash qui est importante, j'ai de l'or, de l'argent et des obligations françaises. Et quand on regarde la cartographie de mes moins-values, plus ou moins values latentes, on voit que c'est sur l'argent finalement et sur l'or que mes moins-values sont les plus élevées. Mais je garde quand même ces positions. L'argent est à 19,30 $ l'once. Je ne pensais pas qu'on irait autant. Hein. Souvenez-vous, quand l'argent cotait 22 $ l'once, je vous avais dit, et je l'assume dans une vidéo, qu'on arrive à des seuils intéressants, à des niveaux intéressants pour accumuler, pour faire de l'accumulation patrimoniale. Et d'ailleurs, j'ai acheté, j'ai pris des positions sur l'argent autour de 22 $ l'once, à 21,80 $ l'once. Mais je vous avais dit aussi qu'il ne faut pas faire un all-in, il ne faut pas mettre tout son patrimoine là-dessus. Parce qu'il y avait 10 à 15% de chance, mon modèle me l'indiquait, que l'argent s'effondre et enfonce la zone des 21 $, voire même des 20 $. Pourquoi? 3 raisons à cela. L'argent est très sensible à l'appréciation du dollar. Or, on voit que le dollar flambe, donc l'argent baisse. L'argent est sensible aux perspectives de croissance économique. Hein. L'argent est très utilisé dans l'industrie parce que c'est le métal le plus conducteur d'électricité. Et là, comme on a des perspectives de ralentissement de la croissance mondiale, ça fait baisser l'argent. Et troisième élément explicatif pourquoi l'argent a baissé, c'est que l'argent est fortement anticorrélé au taux réel. Plus les taux réels augmentent, plus l'argent baisse. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit une flambée, on a eu une flambée des taux nominaux. Et là, on voit des anticipations de baisse de l'inflation. Or, les taux réels, c'est taux nominaux moins inflation. Donc, si on a des anticipations de hausse des taux nominaux et des anticipations de baisse de l'inflation, on a des anticipations de très forte hausse des taux réels. Et l'argent est anticorrélé aux taux réels. Donc, plus les taux réels, taux réel égale taux nominal moins inflation, plus les taux réels augmentent et plus l'argent baisse. Donc, on a les trois facteurs, on a la tempête parfaite, on a les trois facteurs qui poussent à la baisse de l'argent. Et c'est pour cela que je n'ai pas fait un all-in sur l'argent à 22. J'ai pris des positions sur l'argent à 22 $ l'once. Mon pari, pour le moment, est perdant. Il est perdant, je perds de l'argent. L'argent a même enfoncé les 20 $ le baril. Là, j'ai repris il y a 10 jours des positions sur l'argent à 19,84 $ l'once. Mais pour le moment, mon pari est toujours perdant parce que l'argent continue à baisser. Mais je limite la casse parce que je gère mon levier, je gère mon money management et j'évite de faire tout sur l'argent. Je diversifie mes positions sur un grand nombre de classes d'actifs. Voilà, écoutez, en tout cas, moi, j'ai été ravi d'avoir échangé avec vous. Hein. Ça a été encore une longue vidéo. Hein. Il y a encore eu beaucoup de choses. Moi, je pensais que ça serait une courte vidéo. Hein. Et puis, quand j'ai vu l'euro s'effondrer, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage mon point de vue là-dessus. Voilà, donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, évitez d'être trop en cash. Hein, ça ne sert à rien de garder des dizaines de milliers d'euros, dormir sur votre compte courant en banque en cash parce que cet argent est en train progressivement de se faire manger par l'inflation et en particulier l'inflation importée à cause de la baisse de l'euro. Donc, faites travailler votre argent. Ne laissez pas votre argent dormir à la banque. Conseil numéro 2, faites un équilibre entre votre vie de salarié et votre vie d'investisseur. Il ne faut pas non plus tout miser sur le salariat parce que le salariat, c'est un échange de temps contre de l'argent. Vous échangez un temps précieux qui est une denrée limitée. Le temps, une journée, c'est 24 heures, pour recevoir des euros
Mais l'euro, Madame Lagarde, elle peut en imprimer des milliards, des centaines de milliards d'euros si elle veut. Donc vous échangez une ressource qui est limitée, qui est votre temps, contre finalement de l'argent qui est lui est illimité parce que Madame Lagarde, elle est clairement pas, au moment où je vous parle, dans un esprit de vouloir augmenter la valeur de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Faites la part aussi, diversifier votre portefeuille, certes, mais diversifiez aussi votre allocation de temps entre la part du temps que vous consacrez au salaire, au salariat en tant que salarié, avec votre rôle d'investisseur. Moi, en ce moment, en tant que salarié, j'ai énormément de travail, il y a beaucoup de boulot, mais moi, je suis très cash. Je consacre au minimum 1 heure par jour au suivi de mes investissements. Je ne peux pas, la situation est beaucoup trop grave au moment où je vous parle pour fermer les yeux sur ce qui se passe sur les marchés, sur ce qui se passe sur l'inflation pour ça. Et d'ailleurs, regardez les grands patrons, au moment où je vous parle, vous inquiétez pas, Monsieur Pinault, Monsieur Bolloré, Monsieur Bernard Arnault, ils ont les yeux rivés sur leur business, hein, sur la valorisation de leur patrimoine. Et je vous conseille d'ailleurs d'en faire autant. Voilà, bah écoutez, voilà, bah moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Prenez bien soin de vous. La semaine prochaine va être caniculaire, cette fois-ci sur le plan météorologique, hein. Si vous vivez en France, hein, ça va être la grosse canicule. Donc, prenez bien soin de vous, de vos proches. J'espère que l'actualité sera un peu moins chargée parce que les vidéos sont longues. Voilà, moi dans tous les cas, je vais vous retrouver pour une vidéo pour un point de marché qui, j'espère, sera un petit peu plus court, hein. Je m'adapte à l'actualité. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite vraiment tout le bonheur. Prenez bien soin de vous, de vos proches, et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Salut.